le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on va parler de programmation et périodisation pour l'hypertrophie. Donc, j'ai posé une question sur nos Instagram Stories. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez faire ça, Quantum Training. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez savoir côté programmation et périodisation pour l'hypertrophie. Donc, aujourd'hui, j'étais avec Coach Frank qui travaille pour Quantum depuis maintenant 2 ans, qu'est-ce que 2 ans et demi presque? 2 ans et demi presque. Et c'est ça, donc Frank s'occupe de faire la remise des plans d'entraînement, faire les entraînements privés. Et là, il fait aussi des évaluations et des suivis. Donc c'est ça. Fait que bienvenue Frank sur le podcast. Merci. Une première, écoute. Une grande première. Donc on va passer des questions qu'on a eues, puis après ça on rentrera dans certains sujets qu'on peut discuter un petit peu plus. Donc première question, c'est est-il possible de programmer des séances d'entraînement pour l'hypertrophie en moins de 45 minutes pour les gens qui sont pressés? En moins de 45 minutes, dans le fond, pour quelqu'un qui s'entraîne, moins de 45 minutes. Exact. Oui, c'est certain qu'il y a probablement moyen. Il y a moyen de créer du dommage musculaire dans une séance de moins de 45 minutes, mais est-ce que tu vas en avoir un plein retour de ton investissement? Je pense que non. C'est sûr et certain, comme on le sait, on en parle souvent, on dit que dommage musculaire, dommage mécanique, travailler en portion étirée, travailler en portion contractée. C'est sûr qu'en 45 minutes, tu n'as pas nécessairement le temps de travailler, dans le fond, tout ce que tu devrais travailler normalement là, pour créer des mécanismes, pour faire interpeller les mécanismes d'hypertrophie au maximum. Je pense aussi que si tu as juste 45 minutes, c'est quand même correct. C'est quand même bon. Si tu dis juste ça, ton choix d'exercice va être plus important. Par contre, comme Frank disait, c'est que tu peux peut-être pas tout accomplir en 45 minutes. Donc, si, par exemple, tu as un choix d'un exercice, ben, tu es mieux de. Exemple, choix entre un squat, un hack squat, un leg press et un leg extension, ben choisis ton squat puis choisis ton hack squat. Puis après ça, on peut utiliser comme des bandes élastiques ou quelque chose pour rendre le mouvement le plus complet possible au niveau du profil de résistance. Donc, c'est vraiment que c'est juste un petit peu plus au niveau de la programmation, un petit peu plus touché à ce que tu veux faire parce que, on sait qu'il y a plusieurs choses qui vont amener l'hypertrophie. Donc, mettre pesant, faire de la pompe, pas avoir beaucoup de temps de pause, c'est tous des affaires différents. Mais si tu fais du pesant, ça te prend plus de temps de pause. Donc là, en 45 minutes, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais c'est ça, il faut juste mieux adapter les exercices. Là, puis c'est sûr que je suis sûr que tu es capable de trouver 15 autres minutes dans ta journée que tu pourrais mettre là à la place. Deuxième question. Côté mécanique et amplitude de mouvement en fonction des individus, est-ce que ça a un impact sur l'hypertrophie? Donc, je pense que la question, c'est, par exemple, tu as quelqu'un avec une morphologie différente d'une autre, ça va être quoi les impacts sur l'hypertrophie? C'est quoi t'en penses? Bien, considérant que tout le monde est différent de tout le monde et que tout le monde est capable d'avoir des résultats en hypertrophie, je pense que oui. Il n'y a pas deux personnes de pareil. On n'a pas deux clients qui sont pareils. Puis tous ceux dont leur but premier, c'est l'hypertrophie, on a des très bons résultats avec eux autres. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est que c'est sûr et certain que quelqu'un qui a une morphologie qui est un petit peu plus picky, je peux le dire comme ça, ou quelqu'un qui a une morphologie qui est un petit peu plus particulière, je pense que là, à ce moment-là, d'être plus encadré avec des séances privées, c'est quelque chose qui vaut plus la peine. Parce que là, on a le temps vraiment de voir c'est quoi qui se passe, de s'en assurer, puis de comprendre à ce moment-là, bon, OK, bien, je vais te placer différemment ou je vais utiliser différents exercices pour cette personne-là. Parce que c'est sûr et certain que, comme quelqu'un qui a une cage thoracique vraiment plate, ben, je peux lui programmer du incline bench à 45 degrés, mais il ne sentira jamais son chest. Fait qu'il n'y aura jamais une hypertrophie du pec là-dedans. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez évident à avoir. Mais bon, je donne un exemple au niveau d'une extension du coude, que, mettons, il y a un coude qui tourne un tout petit peu plus que l'autre, fait qu'il n'est jamais en ligne complètement avec le câble. Bien, c'est sûr que là, ça change la donne, puis que, bien, ça, il aurait fallu vraiment être pendant une séance d'entraînement pour que je le voie et que je puisse l'ajuster pour la personne. Et c'est ça, tu sais, aussi, je pense que ça a quand même un bon impact parce qu'il y a du monde qui va une cage thoracique, si on prend ce sujet-là, cage thoracique très plate, et dans le fond, ils vont avoir de la misère à développer les pecs. S'ils font des exercices qu'on entend souvent dire que c'est les meilleurs exercices pour les pecs, comme le incline bench, par exemple, qui n'est pas fait pour tout le monde. Même chose pour les squats, tu sais, les squats, on va dire que c'est bon pour les quads. Ouais, mais ça dépend pour qui. Donc, tu peux faire des squats autant que tu veux. Si tu as un fémur très long, puis un tibia très long, puis un petit tronc, tu vas squatter avec tes hanches tout le temps. Donc, ce que ça va faire, c'est que tu ne vas pas développer tes quads
à leur plein potentiel. Donc oui, on croit Tu vas fortement développer que... une bonne chaîne postérieure, mais tu n'auras jamais des gros quads à faire du squat si tu as cette morphologie-là. Exactement. Donc, on croit fortement que justement, l'impact de la morphologie chez les clients, ça va dicter le choix d'exercice qui va dicter l'effet d'entraînement. Donc c'est à prendre en considération, oui. Temps de récupération idéal entre les trainings. Donc, on peut peut-être parler de temps de récupération entre les séances d'entraînement, puis temps de récupération après intra-entraînement, dans l'entraînement. Fait que qu'est-ce que tu en penses au niveau dans la semaine? Entre les séances, ça dépend tout le temps du split que tu as. Ça dépend, en fait, c'est ça, en fait, ça dépend vraiment du split que tu as. Bon, c'est sûr que bro split, chest lundi, dos mardi, jambes mercredi, épaules jeudi, puis bras le vendredi. Puis un petit peu tout le haut de corps le samedi avant de sortir, ben comme t'as pas tant de besoin. Oui, tu as besoin de la semaine de récupération, mais c'est parce que tu incorpores tellement de volume là-dedans. Puis souvent, ce monde-là, c'est du monde qui va aller s'entraîner 2 heures par jour. Fait que, comme il y a beaucoup trop de volume d'entraînement, fait que la récupération devient très difficile. À ce moment-là, bon, ça dépend des splits. Si tu as un split 4 jours, upper-lower, mais colle pas tes 4 journées. C'est sûr que tu vas arriver à ta dernière puis tes performances vont être, diminuées, puis deuxièmement, ils ne seront pas à hauteur, tu seras capable de garder les mêmes charges parce que tu vas avoir une certaine fatigue accumulée. Sur des splits 3 jours, chest, dos, jambes, épaules, bras, bien, je pense que là, tu as plus moyen de moyenner un petit peu. C'est sûr que si tu mets ta journée d'épaule et de bras juste avant d'aller faire ta journée de chest-dos, tu vas taxer ton résultat de chest-dos par rapport au fait que tu as fait ça la veille. Fait que c'est important, je pense, quand c'est le même groupe musculaire, de laisser au moins 3 jours. Puis quand tu utilises des groupes musculaires qui sont synergiques, qui sont secondaires, dans le fond, pour un certain mouvement, on doit au moins laisser une journée de pause. Là, exact. entre tout ça. Je pense aussi que ça va beaucoup avec le stress d'entraînement que tu y mets. Si tu fais quelque chose de très neural, ta fréquence d'entraînement que tu peux faire elle va être moins grande. Si tu fais un RM au squat, ça se peut que tu aies une semaine à t'en remettre. Là, ça dépend aussi de ton volume d'entraînement. Donc, par exemple, tu fais du leg extension 6 fois par semaine, mais juste 3 séries de leg extension, tu peux le faire. Tu n'auras pas de la misère à récupérer. Mais si tu fais une grosse journée de jambes, ça se peut là, ça va plus vers le 3 jours là, que tu aies à récupérer. Donc, ça dépend vraiment de c'est quoi l'effet d'entraînement recherché, c'est quoi le split d'entraînement, puis où ce que tu es aussi là, par rapport à ta récupération. Donc, si tu es quelqu'un qui est super stressé, qui a des problèmes digestifs, qui ne dort pas, ça se peut qu'un 3 jours semaine, full body, ça soit le best pour toi. Puis 45 minutes, puis that's it, ça va être le maximum de résultats. Et le contraire aussi s'applique. Donc, c'est vraiment d'ajuster selon ta récupération. Puis au niveau de l'entraînement, c'est quoi tu prends en considération pour tes temps de pause? À l'intérieur de l'entraînement, c'est sûr que tout ce qui est, c'est sûr que dans la mesure où ton entraînement est plus neural, plus basse rep, donc 6 reps et moins là, en descendant là-dedans. Évidemment, si je donne 6 reps, mais c'est variable d'une personne à l'autre. Quelqu'un peut trouver que du 8 reps, c'est neural, puis quelqu'un d'autre peut trouver que du 4 reps, c'est pas tant neural que ça. Fait qu'à ce moment-là, ça va dépendre toujours un peu de la personne. Mais tout ce qui est plus neural, plus de temps de pause, 2 minutes, 2 à 4 minutes, là, dépendamment. Si tu l'alternes avec quelque chose d'autre, 4 minutes si tu l'alternes pas. Sinon, 1 minute et demie à 3 minutes si tu n'alternes pas, 1 minute et demie si tu alternes, ça devrait être quelque chose qui est bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que, plus les groupes musculaires qu'on travaille sont petits, moins tu as nécessairement besoin de temps de pause. Puis plus tu avances dans ton entraînement, plus tu veux diminuer ton temps de pause aussi. Fait que les groupes musculaires, c'est que c'est moins taxant sur le système nerveux. Donc, par exemple, tu fais du bicep curl, c'est pas mal moins taxant sur le système nerveux puis sur le système juste de reprendre ton souffle qu'un squat, par exemple. Un autre principe aussi, c'est que ce qu'on veut au début de l'entraînement, c'est de recruter le plus de fibres musculaires possible, puis après ça, aller les fatiguer. Donc, c'est ça qui va arriver, c'est que ton temps de pause est plus élevé au début, puis après ça, il diminue graduellement. Donc, par exemple, tu fais chest-dos en alternance, tu vas mettre 90 secondes au début, après ça 75, après ça 60. Dépend aussi de ton effet d'entraînement que tu vas avoir. Si tu veux quelque chose de très métabolique, tu vas peut-être faire 30 secondes de pause partout. Donc, c'est vraiment de savoir... Dans une autre optique, si tu veux quelque chose de très mécanique, tu n'arriveras pas à avoir un bench avec du dommage mécanique, avec une hypertrophie pour myofibrillaire, avec un bench en te laissant juste 1 minute de break. Avec ce bench, c'est sûr que tu ne pourras jamais loader autant que si tu mettais ton bench tout seul puis tu laissais 4 minutes. Là. Exact. Puis on dit que le temps de repos, ça c'est drôle, parce que je parlais avec Alex Bus l'autre jour, puis il me disait qu'il n'y avait aucune recherche qui prouvait que le système neural était 5 à 7 fois
ça prend 5 à 7 fois plus de temps de récupérer. Il dit qu'il pense que c'est vrai, mais qu'il n'y a pas d'études. Fait que, bref, je vais continuer à dire. Il me semble qu'il y en avait. Je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. C'est un pro des études avec, ça fait que... Non, mais bref, théoriquement, de ce qu'on sait, si t'es nerveux, prend 5 à 7 fois plus de temps à récupérer. Fait que des fois, tu fais ton entraînement, tu vas sentir que tu peux recommencer, mais tes performances vont diminuer si tu fais ça. Si ton but, c'est d'améliorer tes performances, bien sûr. Donc, c'est à prendre en considération que plus tu fais pesant, plus tu prends de temps de pause. Raph Pourou, salut Raph. Je fais ça. Je t'ai fait un signe de main si t'écoutes en audio sur la vidéo. Tes mentors en hypertrophie et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Vas-y donc, Frank, en premier. Les mentors en hypertrophie. Bien évidemment, il y a Jacob. J'ai commencé en hypertrophie avec Jacob, là, vraiment. C'est là que ça a comme. Que tout ça a parti. Sinon, dans tout ce qui est plus bro science, je vais dire, évidemment, mon bodybuilder préféré, c'est Seth Farrow aussi, fait que c'est sûr que je regarde ses affaires. Sinon, en ce moment, dans les mentors que je regarde pour l'hypertrophie, il y a Cassie Manson, N1 Éducation. Il y a, je regarde aussi les affaires pas mal de Luke Leeman, de Muscle Nerds. Puis plus de l'autre côté de l'océan, Muscle Mentors. Puis Jordan Peters. Ouais, Jordan Peters. Puis... de mon côté, c'est sûr que ça a commencé pas mal avec Charles Poliquin. Tu sais, Christian Thibodeau sur T-Nation et ses livres, c'est vraiment ça. Mais mon mentor, là, ben pas mon mentor, mais ce qui me donnait à piqûre, c'est vraiment Roddy Coleman. Fait que ça n'a pas été un mentor parce que ça me motivait, mais il m'a pas appris tant d'affaires que ça, juste que faut que tu te donnes à fond quand tu t'entraînes. Puis ça, je pense que c'est un des facteurs les plus importants. Mais après ça, Christian Thibodeau, Charles Poliquin aussi, qui avait une approche très athlétique, mais il aimait ça parler d'hypertrophie Charles, puis il aimait ça parler de bras, fait que ça beaucoup. Mais après ça, Ben Pakulski, puis qu'est-ce qui est MI40, pardon. À l'époque, l'ancienne équipe. Ouais, l'ancienne équipe avec Joe Bennett. Fait que j'ai été faire les formations avec eux autres, puis je me suis fait coacher par Joe aussi après. Puis Cassie Manson aussi, maintenant encore beaucoup je regarde. Cody aussi, Cody Moxley. Ouais, Cody qui est avec eux autres. Puis c'est ça, Jordan Peters, c'est nice, ses affaires aussi. Matt Jensen, j'aime ça regarder ses trucs aussi. Qui d'autre, c'est sûr, j'en oublie. Ah, c'est sûr qu'on en oublie. Chris Sato aussi, j'aime bien. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est pas mal ça au niveau de ben, tu sais, tout ce qui est RTS, c'est pas directement hypertrophie. C'est pas directement lié à l'hypertrophie. Je pense que les RTS, comme si tu le prends vraiment au premier degré, c'est plus appliqué pour beaucoup de la rehab puis des trucs comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique. En fait, je suis sûr et certain que c'est quelque chose qui s'applique très bien pour l'hypertrophie. Exact. Fait que qui a sa place en hypertrophie. Ouais. Fait qu'Étienne Asselin, qui était notre prof de RTS, qu'on a eu sur le podcast aussi, elle écoutait ça, c'était vraiment intéressant. C'est pas mal ça au niveau des mentors, je crois. Ouais, ressemble à ça. Alex, qui demande d'aborder le sujet du lean gainer. Est-ce vraiment possible sans stéroïdes, suppléments priorisés? Donc, je pense que sa question, c'est est-il possible de gagner de la masse musculaire sans prendre de gras? Moi, je crois que oui. Je crois qu'on l'a prouvé assez souvent avec nos clients, qu'on augmente les calories, que le client il prend de la masse musculaire puis il perd du gras sur une durée de 3 à 6 mois. Là. Fait que c'est pas nécessairement le beginner gains là, qu'il y a, mais ça se fait à long terme. Des clients qui s'entraînent déjà depuis un bout. Là. Exact. Puis c'est quoi tu ferais c'est quoi tu t'adapterais pour avoir un lean gain? Pour un lean gain? Je mets ça dans l'optique où tu es déjà très lean. Dans la mesure où tu es déjà lean, tu peux te permettre de consommer plus de carbs en ayant moins de chances de prendre plus de gras. Fait que c'est sûr que si tu veux prendre de la masse, surveille ton carb intake, mais comme des carbs intra, des carbs post, c'est un must, à mon avis. Créatine, ça n'a jamais fait de mal à personne. Il n'y a personne qui a des montants absurdes de rétention d'eau là-dessus. Il n'y a pas de danger, rien. Sinon, à part de ça... Mais je pense que ça revient à... Je pense que ce serait s'assurer d'être en santé de manière optimale en premier lieu. Là. Ouais, exact. Ouais, exact. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui vient nous voir, puis là, ils sont sur un plateau depuis 1 an. Mais là, on évalue le stress, le sommeil, la digestion.
les clients ils digèrent mal, ils dorment pas, puis tout ça. Puis juste le fait de régler ça, ce que ça fait, c'est qu'ils prennent 5 livres de masse en un mois. Mais on n'a quasiment rien changé au niveau de l'alimentation. Puis après ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne mangent pas assez. Tu sais, au niveau de la prise de masse, ils ne mangent pas assez des bonnes choses. Donc, ils vont être comme, ah, ben, je vais prendre la masse, je vais manger des calories. Puis là, ils s'en vont chez Tim Hortons, chez McDo. Mais ça, c'est sûr que tu vas engraisser. Si tu fais ça, à part c'est un métabolisme super rapide. Donc, c'est vraiment de choisir les bons aliments, les bons macronutriments pour ta morphologie et ton type. C'est sûr que, comme Frank dit, t'es quelqu'un qui est de nature très cote. C'est sûr, les carbs, tu peux en manger. Puis, tu sais, j'ai déjà monté quelqu'un à 800-900 grammes de carbs par jour pour qu'il gagne la masse. Mais après ça, tu sais, si tu as monté si haut aussi, il faut que tu regardes au niveau de l'assimilation. Donc, c'était Luke Leaman qui parlait à un moment donné, il avait donné une formule, là, justement, que si tu es à plus que 20 calories par livre de poids corporel, de lean mass, là, va jouer avec l'assimilation parce que tu peux pas, si tu pèses 180, tu peux pas manger. De lean mass, de poids corporel. Faudrait que je recheck. Un des deux. Mais, tu sais, si tu es rendu à ce point-là de calories, mettons à 600 calories, 6000 calories, puis tu pèses 180, il y a de quoi qui marche pas. Là, là. Fait que c'est ton assimilation. Fait que de prendre soin de ton système digestif, puis de prendre soin de ton environnement hormonal, comme Frank disait, d'être en santé à la base, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu parles de sans stéroïdes, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui prennent des stéroïdes que s'ils s'entraîneraient mieux, qui mettraient l'attention à bon endroit quand ils s'entraînent, puis qui mettraient de l'effort maximal, qui feraient attention à leur nutrition, il n'y aurait pas besoin de prendre ça. T'sais. Mais après ça, quand tu mets tout dans le même bateau, là, c'est sûr que ça va aller plus vite. Là, mais je veux dire, la base, c'est d'optimiser ton entraînement, ta nutrition, ton sommeil, ta digestion, ta gestion de stress. Puis après ça, si tu veux mettre un supercharge, tu peux. On le conseille pas, mais c'est ça ton choix, tu peux le faire. C'est comme dire que tu as une auto, tu as 4 roues, qui est ta nutrition, ta récupération, ton sommeil, ta digestion. Mettons, tu peux avoir plusieurs roues, là. Mais tu sais, c'est que. C'est toute une partie intégrante de ta voiture, là. Puis comme, prends-en soin parce que ton char, t'en es rien qu'un dans la vie, là. C'est plate à dire. Puis moi, je vais être 100% en transparent avec ça, là. Comme, je pense que dans la vie, ton auto, tu nais avec un millage. Moi, c'est mon avis à moi. Tu nais avec un millage, puis la vitesse à laquelle tu fais ce millage-là, c'est toi qui décides. Fait que si tu décides de prendre des stéroïdes, des anabolisants, puis de le passer super vite, ton millage, tant mieux, mais attends-toi à ce que tu payes en bout de ligne. Tu fais rien dans la vie sans payer à un moment donné. Tu n'as pas le choix. Exact. Puis ça peut être dans n'importe quelle sphère, du stress extrême, du manque de sommeil, des drogues récréatives, tu sais, c'est tout... ton millage, il passe bien plus vite. Ouais, non, c'est ça, là. Comme ça, fait que c'est comme si tu as ton auto, tu as un millage X, mais si, exemple, tu prends des stéroïdes, c'est comme si tu mettais un supercharge. Et tu vas aller plus vite. Fait que ton millage, tu vas le passer plus vite, probablement. Mais l'affaire, c'est que si, mettons, ta nutrition n'est pas correcte ou ton sommeil, c'est comme tu as des flats après ton tire. Fait que tu vas aller plus vite, mais ça va quand même moins aller vite que si tout serait optimal. Fait que c'est ça. Donc, est-ce que tu peux faire du lean gain? Oui, à 100%, mais ça te prend peut-être de quoi d'un peu plus spécifique. Peut-être pas un programme que tu prends sur Internet puis de faire ta propre diète à toi, peut-être d'aller voir un pro. Tu sais, j'aime ça dire que si, on fait plein d'analogies de voiture, là, mais c'est comme si, tu sais, si tu as un changement d'huile à aller faire sur ton char, tu peux le faire chez vous dans ton garage, check des vidéos YouTube, tu vas être capable. Mais si, exemple, il y a quelque chose... Tu veux vraiment, là, tu veux monter ton char pour que ce soit le plus performant possible, tu peux le faire chez vous. Mais peut-être ça va te prendre 4 ans à monter ton char au lieu de te prendre une fin de semaine si tu allais voir un pro. L'entraînement, c'est la même chose. Donc si, tu sais, oui, je crois fortement qu'il faut que tu sois autodidacte, tu essaies les affaires puis que tu vois sur toi. Mais si ça fait 1 an que tu as le même poids corporel, tu ne progresses pas, casse-toi pas la tête, va voir un pro, puis, tu sais, puis pas nécessairement nous autres, va voir juste quelqu'un qui connaît ça, qui fait ça de sa vie. Puis ça va aller bien plus vite, ça va sauver beaucoup de temps. Tu vas être content de ton choix. Marc-Antoine demande un ratio d'hypertrophie et force idéale pour un débutant. Fait que dans le fond, je pense qu'à 1 année, ça serait quoi le ratio que tu vas aller faire de force par rapport aux phases d'hypertrophie? Pour quelqu'un qui commence? Un débutant. Pour quelqu'un qui commence, je te dirais que 1 mois sur 4, ce serait plus en force là, avec des reps qui sont vraiment plus basses. Parce que, règle générale, tout ce qui est pour les débutants, en fait, ce qui va le plus fonctionner, c'est beaucoup de fréquence puis plus de volume un peu. J'aurais tendance à te dire qu'un mois sur 4, ce serait quelque chose qui est plus de la force, là, vraiment du 6, entre 4 et 6 reps. Là, pour un débutant au courant de l'année, je le mettrais peut-être 4 mois dans l'année là-dedans. Il ne faut pas oublier que
Avant de courir, il faut t'apprendre à marcher. Avant de marcher, il faut t'apprendre à ramper. Okay? Donc, si tu veux faire de la force, il ne veut pas y avoir de la charge à bord. Donc, si tu n'es pas capable de faire un squat avec une charge sous-maximale sans que tes genoux ils touchent ensemble et ton tronc penche vers l'avant, tu ne peux pas faire du 5 reps avec une charge maximale. Donc, c'est vraiment d'aller progressivement, puis quand tu es prêt, d'aller faire du pesant. Il faut que tu mérites ton pesant, puis il faut que tu sois capable de faire ton mouvement, envoyer la tension à bon endroit. Donc, si tu fais des squats pesants, puis tu sens juste dans tes genoux et dans ton bas de dos, c'est peut-être pas le bon moment pour faire des boss reps. Donc, c'est drôle, mais j'avais parlé de ça avec Jimmy Gariepi pendant un bout, puis on parlait de périodisation, puis il m'avait dit, moi, pendant 2 ans, il dit, tout ce que j'ai fait, c'est du 12 à 15 reps. Il dit, pendant 2 ans, tout ce que j'ai fait, c'est du 12 à 15 reps, parce qu'il disait, j'arrivais sur mon bench, puis il dit, je trouvais que pendant les 2 premières années, je le faisais pas comme il faut. Puis à un moment donné, il dit, OK, là, je suis confiant que mon mouvement est bien exécuté. Puis là, il a commencé à charger sa barre. Et on s'entend que Jimmy Gariepi, il est pas petit. Là. Il a fait Monsieur Canada pendant 3 années de suite, je pense. Ouais. Quelque chose de même. Il est séparé avec, quand il faisait contre Simon Ducharme, puis il de faire le même. Là. Exact, ouais. Fait que c'est un bon truc à apprendre. Il faut vraiment que tu mérites de mettre de la charge à la barre, faut que tu sois capable de le mettre à bon endroit. Si ton objectif est de gagner de la masse musculaire, si c'est d'être fort, il faut que tu fasses de la force. C'est sûr, c'est un autre bête au complet. Là. Mais c'est important de mettre de la charge parce que tu sais aussi, c'est que Jimmy il fait du 12-15 reps avec peut-être 3 plates. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est différent, mais il faut que tu mettes de la charge, mais pour un temps sous tension qui va être significatif entre 30 et 90 secondes. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement la force pure et dure. Donc, je pense que quelque chose qui est plus intéressant, c'est l'hypertrophie fonctionnelle entre 4 et 8, là, 6 et 8. C'est ça. Mais tu sais, comme aussi, je pense qu'au niveau du système neural de quelqu'un qui est un débutant, c'est sûr que si tu lui fais faire du 4 reps, il va être batté pendant une semaine. Là, fait que j'aurais pas tendance à donner ça à quelqu'un qui commence. Je le garderais tout le temps comme plus haut. Puis je suis persuadé en fait qu'il y aurait des gains en force avec des reps plus hautes pareil. Exact. Juste parce que son système neural n'est pas habitué à aller dans cette barème-là. Exact, parce que c'est ça. Qu'est-ce qui est neural pour quelqu'un, peut-être tu l'as dit au début, qu'est-ce qui est neural pour quelqu'un est peut-être du volume pour d'autres. Donc, tu sais, par exemple, moi je fais du 6 reps, c'est quand même neural pour moi. Parce que j'ai tout le temps fait, je suis meilleur à faire plus de reps. Tandis que, exemple, Alex Babin, lui, ben, du 6 reps, 8 reps, c'est du cardio, là, quasiment. Ben, j'en ai fait du powerlifting pendant un bout avec Alex, puis du 5 reps, moi, ça me faisait pas tant que ça, du 5 reps non plus. 4-3, là, je commençais à parler. Fait que c'est ça, fait que la force pour quelqu'un, ça peut être de faire du... Exemple, quelqu'un qui a tout le temps fait du 15 reps, du 8 reps, ça peut être très neural, puis de la force, fait que ça va améliorer sa force. Fait que c'est ça. Je trouve que nos réponses sont pas très... une réponse blanc ou noir, mais c'est ça l'entraînement. Ils sont jamais c'est jamais black and white. Alright, Phil qui demande comment mieux cibler ses points faibles. Donc, par exemple, tu as un pec moins dominant. C'est quoi tu fais? Un pec d'un côté? Ça peut être les 2 pecs. Mettons, tes pecs sont pas développés par rapport à tes bras. C'est sûr que si tu as un groupe musculaire qui est sous-développé versus le reste, moi je suis d'avis de dire qu'il se passe 2 choses. Soit tu l'entraînes trop, soit tu l'entraînes pas assez. Puis dans la mesure où ce que tu l'entraînes trop, c'est probablement que tu l'entraînes mal aussi. Fait qu'à ce moment-là, si jamais tu l'entraînes à tous les jours et qu'il est sous-développé comparé au reste, dis-donc un break juste pour voir c'est quoi qui arrive avec ça. Puis si tu l'entraînes à tous les jours, honnêtement, comme donne-y un break, vois qu'est-ce qui arrive, puis après ça, si jamais tu vois qu'il se développe pas plus, ben va voir des professionnels. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien ou que tu fais pas comme il faut à quelque part. Il y a un problème. Puis dans la mesure où tu l'entraînes pas assez, ben à ce moment-là, tu as peut-être juste trop de volume, puis à un moment donné, tu es probablement même plus capable de le contracter, fait que tu le sens dans d'autres muscles à ce moment-là. Fait que ton hypertrophie, mettons, de ton pec, c'est sûr que si tu sens ton bench dans tes épaules, ben c'est que tu le fais pas bien, ou que tu n'es pas bien placé, ou qu'il y a un problème à quelque part. Puis aussi, c'est sûr que si tu t'entraînes 2 heures, tu fais 2 heures de pec, à quelque part, soit tu ne donnes pas l'effort qu'il faut, parce que1 heure de pec, c'est fini. Là. Une demi-heure de pec, c'est fini. Mais, ou ben non, tu le développes, tu le recrutes pas comme il faut, puis tu recrutes dans tes delts, dans tes triceps, puis partout, mais pas ton pec. Exact. Puis la première étape, c'est vraiment ton pec, tu l'as développé. Première étape, apprends à le contracter. Fait que passe 1 mois à juste travailler
plus en mind muscle connection, capacité de contraction. Fait que fais exemple du crossover avec 2 à 4 secondes en contraction maximale. Tes tempos, fais-les plus lents pour être sûr que sur ton bench, tes press, tu sois capable d'avoir de la tension significative tout le long du mouvement. Puis après ça, si tu fais ça, après ça, tu augmentes la fréquence. Fait que tu le fais plus souvent. Puis après ça, tu augmentes le volume d'entraînement que tu fais dans une journée. C'est vraiment sous forme de progression qu'il faut que tu fasses ça. Parce que si tu fais juste du volume, comme Frank a dit, si tu le sens juste dans tes épaules, tu vas hypertrophier tes épaules puis ton pic va toujours rester plus petit. Dans le moment où tu en as un côté de plus développé que l'autre, là, c'est un. J'aurais plus tendance à dire que c'est un problème postural. Postural ou ben non. Je pense que c'est cerveau gauche qui fait haut de corps à droite puis qui fait jambe gauche. Là. Tu croises à la gorge puis ça recroise au bassin. Mais tu sais, comme tu as peut-être aussi un certain problème de communication à ce niveau-là. Comme mettons, mon triceps droit est plus petit que mon gauche, mais mon coude il sort plus à droite. Fait que, tu sais, il faut que j'adapte tous mes exercices pour fitter là-dessus. Ou ben non, que je fasse du unilatéral à droite puis que je me concentre vraiment comme faut sur mon coude droit pour être sûr. Malgré le fait que moi, personnellement, j'aime pas ça faire de l'unilatéral. C'est ma bête noire, j'aime ça. Mais comme des fois, j'ai pas le choix, puis il faut que je le fasse pareil. Ça peut être neural aussi. Ouais. Tout ça, qu'est-ce qui est au niveau du cerveau. Puis, dernière question, Mick, qui demande cote et masse, différence de rep et de temps sous tension. Pour coter puis prendre la masse. Je pense que c'est Tony qui a posté ça l'autre fois. Puis Tony, il disait, dans le fond, ton entraînement devrait tout le temps être soit pour conserver la masse musculaire que tu as déjà acquise ou pour développer plus de masse musculaire. Puis je suis quand même très d'accord avec ça, là, sur ce qu'il a dit. Pour coter, je vais être 100% honnête, je pense que c'est plus la diète. Oui, il y a des entraînements qui stimulent un petit peu plus la perte de gras, des GBC, où on vise un temps sous tension qui est vraiment plus haut, avec un petit peu plus de volume puis moins de temps de pause. Aussi sur des groupes musculaires qui sont alternés, genre quad dos puis chaîne postérieure et delt ou pec. Fait qu'à ce moment-là, bon, ça c'est des méthodes qui favorisent un petit peu plus la perte de gras. Jusqu'à quel point? On pourrait estimer ça peut-être à 5 à 10 C'est ça, je pense que c'est négligeable rendu là. Considérant que tu adaptes ta diète, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Pour prendre de la masse, ben, t'as pas le choix, dans le fond, de varier, c'est sûr. Ton cerveau s'adapte vraiment, vraiment, vraiment plus vite à ton nombre de répétitions puis à ton temps sous tension qu'à un exercice lui-même. C'est sûr que dans la mesure où, dans ton entraînement, tu fais tout le temps du 12 reps puis que ton temps sous tension reste tout le temps similaire, puis quand tu baisses tes reps un peu, ben, tu fais juste le faire plus vite parce que c'est plus pesant. C'est plate à dire, mais comme tu n'auras pas l'effet escompté parce que le corps s'habitue malheureusement au temps sous tension et ou au rep, dans le fond, au rep que tu vas faire, beaucoup plus qu'un exercice. C'est pour ça que ça ne sert à rien de réinventer la roue puis de t'en aller avec des exercices compliqués, faire un leg press couché sur le côté puis de payer un abonnement chez le chiro pour le restant de tes jours. Comme on n'a pas tant intérêt à réinventer ça, je pense que la science a quand même bien fait les choses, puis que beaucoup d'exercices qu'on a présentement sont là. Il y en a encore, c'est sûr et certain, il y a encore des trucs à découvrir, il y a encore des trucs à inventer, c'est sûr. Mais je pense qu'en tant que tel, au niveau de ce qui est des exercices, ça ne sert à rien de tout le temps les changer. C'est plus important, dans le fond, vraiment de changer ton temps sous tension. Fait que d'alterner entre tes rep schemes, dans le fond, de faire 12 un mois, 8 un autre mois, de remonter un mois d'après, d'aller plus bas. Ah là, tu rentres une technique, dans le fond, de superset. Après ça, tu continues, tu t'en vas avec une technique d'intensification, entre des trucs comme ça. C'est des trucs qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur ta prise de masse et en même temps sur ta prise de force. Parce que je vais être honnête avec toi, j'ai jamais vu quelqu'un bencher 4 plates et être gros comme un pou. Puis j'ai jamais vu quelqu'un squatter 6 plates puis peser 180 livres. Là. Il y a des rares exceptions. Là. Ouais, c'est ça. Mais comme la majorité des gars qui sont forts sont gros, puis les gars qui sont gros sont forts, en général. Exact. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de différence au niveau de l'entraînement.
Si tu t'entraînes et tu fais une cote, c'est important que tu gardes l'entraînement qui a fait en sorte que tu as bâti cette masse musculaire-là. Donc, tu sais, change pas ton entraînement si tu veux faire une cote. Reste avec le même style d'entraînement, mais joue avec ta nutrition, rajoute du cardio. Mais c'est ça. Fait qu'au niveau de l'entraînement de l'hypertrophie, ben, c'est maximiser toutes les sphères qu'on parle tout le temps. Que ce soit les stress d'entraînement, comme Frank dit, de varier plus au niveau des répétitions, puis justement, ça va varier les stress d'entraînement. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Dans le fond, là, tu devrais pas tant changer tes affaires quand tu fais une cote. Tout simplement. Alright, donc c'est ça qui conclut les questions qu'on avait sur la programmation et la périodisation. On va faire un part 2 où on va rentrer un peu plus dans les détails de certains sujets et on va faire un autre Q&A comme ça. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Allez laisser un commentaire si vous avez aimé ça. Allez sur YouTube, faites un petit abonnement. Faites un like. On est presque rendu à 1000 abonnés sur YouTube. Donc, allez vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Merci Frank. Ça me fait plaisir. On a au plaisir de se revoir dans un part 2. Ouais, on va faire un part 2. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.